Salut à tous, ici Nozman. Est-ce que l'eau vous fait peur? Est-ce que l'océan vous fait peur? Est-ce que vous imaginez flottant, vous, au milieu de l'Atlantique, vous met mal à l'aise? Perso, c'est un truc qui me terrifie pas mal, vraiment. L'immensité de l'océan, la profondeur, tous ces trucs-là, ça me fait un peu flipper, voilà. Et avec ça, les vagues énormissimes, je suis pas hyper bien vis-à-vis de ça non plus. Et ça tombe bien, c'est pile poil le thème de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler des vagues les plus énormes qui ont eu lieu. Des vagues titanesques que vous auriez vraiment pas aimé croiser tellement elles sont effrayantes. Alors on va commencer avec des vagues énormes, certes, mais quand même des vagues que les humains ont tout de même réussi à dompter. Après, on partira dans l'inhumain, vous inquiétez pas. Alors je vous présente Gareth McNamara. Le 1er novembre 2011, cet américain, il a réussi à décrocher le record de la plus grosse vague jamais surfée. Un titre qu'il a obtenu après avoir dompté sur la plage de Praia do Norte à Nazaré au Portugal, un monstre de 23,77 mètres de haut. Déjà pour moi c'est terminé, une vague de 23 mètres en face de moi, c'est fin du jeu, fini. Donc cette vague faisait tranquillement la taille d'un immeuble de 7 étages. Mais c'est quand même moins grand que la vague de 24,38 mètres qui a permis au Brésilien Rodrigo Coxa de lui tirer son titre sur la même plage 6 ans après. Nouveau recordman qui s'est lui-même fait battre par l'Allemand Sebastian Stüdner en 2020. Lui il a réussi à surfer une vague tranquillement de 26,21 mètres de haut. Une vague de 26,21 mètres de haut qui avait elle aussi déferlé sur la plage de Praia do Norte à Nazaré. C'est assez stylé, et ce qui est encore plus stylé, c'est que cette plage de Praia do Norte à Nazaré, si elle est capable en fait d'enchaîner les vagues records, c'est qu'elle a un petit atout particulier bien à elle. Elle peut compter sur des vents assez particuliers et sur sa topologie qui est elle aussi particulière. Car en plus de bénéficier de la houle générée par les vents super puissants des tempêtes qui agitent chaque hiver l'Atlantique, eh bien cette plage a un atout de taille. Un immense canyon qui s'achève à 300 mètres des côtes, long de 170 km par maximum 5000 mètres de fond. Un canyon qui en fait, grâce à sa profondeur, permet à la houle de conserver sa vitesse alors même qu'elle s'approche des côtes. Et ça jusqu'à rencontrer les très abrupte du canyon. Tellement abrupte qu'il va forcer la houle à adopter une courbure extrême pour en sortir. Et ce mouvement couplé à d'autres facteurs va participer à créer d'énormissimes vagues. D'énormes vagues qui, en débarquant à 300 mètres des côtes, n'auront pas le temps de dissiper beaucoup d'énergie sur le fond marin. Et résultat, sur la plage qui génère les plus hautes vagues surfables du monde, eh bien c'est pas si rare d'en voir qui dépassent les 30 mètres. Ok, à la base, les vagues, elles tirent leur énergie d'un élément, le vent. En fait, en soufflant, ça va leur donner un petit peu d'énergie, justement, ce qui va provoquer l'apparition de vaguelettes qui vont grossir. Et si elles ont cette forme, justement, c'est pas parce qu'un max d'eau se déplace, non, étant donné que seule l'énergie qui traverse l'eau avance. Si elles ont cette forme, c'est plutôt parce qu'elles se déplacent pas, en fait. Vu que les particules d'eau, elles se contentent de tourner en rond, en fait, là-dedans. Un mouvement orbital, donc, formant des creux et des bosses à la surface, et dont la taille dépend surtout de 3 facteurs. La force du vent, la distance sur laquelle il souffle, ou encore la durée. Résultat, si le vent se barre, eh bien, elles vont plus grossir. Par contre, comme l'énergie qui les traverse continue d'avancer, comme je le disais tout à l'heure, eh bien leur propagation aux vagues, elle va continuer, normal. Et ça, c'est ce qu'on appelle la houle. Une houle qui va encore gagner en taille aux abords d'un rivage, tu vois, sur les côtes et tout. En fait, à cause de la remontée du fond marin, eh bien la vague est contrainte de ralentir. Et ça, c'est un coup de frein qui va la forcer à se gonfler. Et ça, jusqu'à s'écraser, déferler, la faute à la gravité. Bon, ok, je crois que c'est clair pour le fonctionnement. Ces vagues, en fait, grâce au vent et à la topologie des lieux, eh bien elles ont le potentiel de devenir énormissimes. Et c'est là où ça commence à faire peur. Mais bon, rassurez-vous, ou pas en fait finalement, des vagues de plus de 30 mètres, ça existe bel et bien. Leur nom, ce sont les vagues scélérates. Le surnom qu'on pourrait leur donner, c'est tout simplement les vagues que personne n'a envie de croiser. Ce sont tout simplement des titans, c'est abusé. Alors la plus grande vague scélérate jamais mesurée par des instruments scientifiques mesurait 32 mètres de haut. Et ensuite, la plus grande vague scélérate jamais observée visuellement mesurait 34 mètres de haut. Ces deux montagnes qui ont surgi respectivement en 2007 et 1933, elles étaient toutes les deux au moins 2 fois plus grandes que toutes les vagues qui les entouraient à ce moment-là. En fait, les vagues scélérates, c'est ça. Ce sont des vagues extrêmes et imprévisibles qui sont au moins 2 fois plus grandes que toutes les autres vagues qui les entourent. Et si ces vagues-là sont bien plus grandes que celles qui les entourent, eh bien c'est simplement parce qu'elles se forment à partir d'elles. Ouais, vu que les vagues c'est un peu comme les crêpes en fait, ça s'empile, tu vois. Si vous voulez, les vagues sont souvent aidées par les vents forts ou de courants contraires. Et donc les plus petites vagues se mettraient en fait à interagir entre elles jusqu'à former de plus grosses vagues. Une vague scélérate donc. Enfin ça, même si les mesures de ces vagues imprévisibles sont assez rares. Et pour connaître la manière exacte dont elles se forment, des recherches sont encore nécessaires. Et ça encore plus quand on sait que ce n'est qu'en 1995 que la science a prouvé leur existence. Avant ça, carrément, les vagues scélérates, elles étaient rangées au niveau des mythes marins, à côté du Kraken, des sirènes ou de l'Atlantide, carrément, voilà. Mais en fait non, les vagues scélérates existent bel et bien. Et vu leur taille, on se demande quand même un peu comment on a réussi à les louper. Et surtout qu'il peut exister des versions encore plus extrêmes que les vagues scélérates. En 2020, au large des côtes canadiennes, c'est pas des vagues 2 fois plus grandes que toutes les autres autour qu'ils ont trouvées, mais bien des vagues 3 fois plus grandes. Heureusement pour nous, la croissance de cette vague s'est arrêtée à 17,6 mètres de haut, ce qui est déjà énorme. Attention. Vraiment, peut-être qu'on aurait préféré que les vagues scélérates restent dans le côté mythe marin, peut-être. Est-ce qu'on aurait aimé laisser dans la case des mythes aussi
aussi, ce sont les vagues livrées en série lors des tsunamis. Car même s'il ne s'agit pas de vagues à proprement parler, vu qu'elles ne sont pas générées par le vent et qu'elles sont plutôt réputées pour être très larges étant donné que de grandes quantités d'eau sont mises en mouvement, eh bien niveau hauteur, elles ont quand même beaucoup de potentiel. 1792, baie de Shimabara, Japon. Le tsunami généré par l'éruption volcanique du mont Unzen a généré une vague allant tout simplement jusqu'à 55 mètres de haut. Ouais, vraiment, ça fait flipper. Enfin ça, même si c'est toujours moins que la vague suivante, on se dirige vers l'archipel de Yaeyama en 1771. Ce jour-là, à la suite d'un violent tremblement de terre, une vague de 85 mètres est générée. Imaginez-vous devant un colosse d'eau de 85 mètres, c'est horrible, ça fait trop peur. Et le pire, c'est que vous n'avez encore rien vu. Avec les tsunamis, le record de la plus haute vague, c'est pas le Japon qui le détient, mais plutôt les États-Unis. 1958, baie de Lituya, Alaska. Ok, ici, selon les modélisations d'une étude, en 1958, le pays a eu droit à une vague tout simplement monstrueuse et titanesque d'environ 150 mètres de haut. Ça aurait carrément pu tout simplement recouvrir la pyramide de Khéops. Alors la cause à la base, c'est un gigantesque éboulement provoqué par un tremblement de terre. Et en tout, ce serait carrément 30 millions de mètres cubes de roches qui se seraient tout simplement décrochés d'une paroi. Direction l'eau de la baie de Lituya. Et quand on sait qu'une piscine olympique fait seulement 3750 mètres cubes, bon, 30 millions de mètres cubes, voilà, ça se pose là. Ça fait très très mal. Suffisamment en tout cas pour générer une vague colossale de 150 mètres de haut. Enfin ça, même si la forme de la baie de Lituya y serait aussi pour quelque chose. En fait, bloquée dans cette crique qui mesurait 3,2 km à son point le plus large, eh bien cette onde d'énergie, elle aurait été incapable de se disperser. En fait, elle a tout simplement eu qu'un seul endroit où aller. Tout droit, et elle y est bien allée. Un concentré d'énergie qui lui a carrément permis de gravir une montagne. Ou en tout cas les 524 mètres de haut de la façade de la baie de Lituya qui se trouvait face à elle. Et si vous vous posez la question, bah oui, il s'agit bien de la hauteur atteinte par un tsunami sur un rivage la plus grande jamais mesurée. 524 mètres de haut. Elle a déferlé sur 524 mètres de haut une montagne, t'imagines? Rien que d'imaginer la scène, ça fait hyper peur. Ce jour-là, 5 personnes en sont décédées. Alors ce tsunami était bel et bien le plus haut, mais il n'a pas été le plus meurtrier. Non, ce triste record, c'est encore les vagues de maximum 30 mètres qui ont déferlé dans l'océan Indien en 2004 et qui ont fait 220 000 morts. Maintenant, on va remonter énormément dans le temps. J'étais pas né, vous n'étiez pas né, en fait, personne n'était né sur cette chaîne, là, a priori, parce qu'un tsunami s'est produit il y a 66 millions d'années. 66 millions d'années, peut-être que ça vous dit quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que la météorite qui a provoqué ce tsunami, elle a anéanti la quasi-totalité des dinosaures, voilà, et environ 3/4 des espèces végétales et animales. Voilà, alors imaginez, dans l'espace, un astéroïde à peine plus petit que Paris se déplace à la vitesse de 12 km par seconde, il trace, clairement. Il se déplace en direction de la Terre. Voilà, son objectif, c'est la Terre. Son point d'impact, c'est les eaux peu profondes de la péninsule de Yucatan au Mexique. Là-bas, il s'écrase tout simplement avec une énergie équivalente à plusieurs milliards de bombes atomiques. Et 10 minutes après, du coup, à 220 km du point d'impact, c'est une vague de tsunami de 1500 mètres de haut qui se serait élevée. Donc là, on parle plus du tout de recouvrir la pyramide de Khéops ou quoi, non là c'est carrément une partie du massif central qui y passe, tranquillement. Enfin ça, même si 2 minutes après l'impact, tenez-vous bien, en formant son cratère, l'impact là, il a fait son cratère, eh bien c'est carrément une brève vague de 4500 mètres de haut que cet astéroïde a réussi à générer. Alors ce tsunami XXL, il n'a pas du tout attendu pour se propager à l'échelle mondiale carrément, un peu partout, tranquillement, voilà, avec des vagues de taille variable. En fait, 1 heure après l'impact, il aurait déjà traversé le golfe du Mexique pour rejoindre l'océan Atlantique. 4 heures plus tard, ça aurait été autour du Pacifique. Et 24 heures après, c'est l'océan Indien qui y passait. Pas de doute, ça a bel et bien eu un impact cataclysmique. Et ça, au point qu'au bout de 48 heures, c'est carrément la plupart des côtes du monde entier qui auraient été touchées. Vraiment partout, quoi. Ouais, parce qu'à 12 000 km du point d'impact, en Nouvelle-Zélande, carrément de l'autre côté, eh bien les côtes, elles ont aussi morflé. Ce jour-là, la plage, mauvaise idée, clairement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura pas trop fait flipper. Vous êtes comment vous, vis-à-vis des vagues? Dites-moi ça dans les commentaires. Je tiens à remercier Damien Sousse, spécialiste d'océanographie physique à l'Institut méditerranéen d'océanologie. Merci pour l'aide durant l'écriture de la vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à partager, à vous abonner comme d'habitude, et moi je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!